Alors, je voulais parler aujourd'hui des sous-espaces de matrices diagonalisables. Imaginons qu'on soit sur un corps K et qu'on ait l'espace Mn de K. Là-dedans, je veux considérer, on veut connaître. Alors attention, on n'ira pas très loin dans cette histoire parce que c'est quand même très délicat, très difficile. Je donnerai des sources un peu plus tard. On veut connaître les sous-espaces V de Mn de K constitués de matrices toutes diagonalisables. Bon, si on est en dimension 1, il n'y a pas de problème, mais déjà en dimension 2, il va commencer à y avoir des problèmes. Alors, la première situation, alors d'abord, vous pouvez regarder, il y a l'épreuve d'écrit MG 2009 qui parle de ça, donc Madjene 2009, l'épreuve à l'agrégation externe de mathématiques, et qui traite le sujet. Vous allez voir que c'est difficile, ça dépend drastiquement de n, ça dépend drastiquement du corps. Mais je vais faire juste quelques petites remarques. D'abord, qu'est-ce qui se passe sur C et pour n égale 2, tout simplement. On va juste regarder n égale 2. Donc, on va regarder dans M2 de C, et on va prouver la chose suivante. C'est un petit exercice assez sympathique que je propose. Si on va prendre, on a deux matrices AB dans M2 de C, et ce sous-espace est constitué de matrices toutes diagonalisables, alors A et B commutent. Et sont diagonalisables, évidemment. Ça, c'est juste pour avoir la réciproque. Donc, en fait, la réciproque est claire. Parce que si vous avez A et B diagonalisables, plus commutent, il y a diagonalisation simultanée, codiagonalisation. Et donc, lambda A plus mu B, par codiagonalisation, est diagonalisable. Parce qu'on va avoir une matrice de passage commune pour A et B, et P lambda A plus mu B P moins 1, ça va être à lambda, diagonale de A, plus mu, diagonale de B, et ça va être diagonale. Donc, en fait, j'aurais pu introduire l'exercice par une analyse synthèse et dire, on a déjà ça, et maintenant la réciproque. Et là, pour n égale 2, déjà, vous allez voir, c'est quand même pas tout à fait évident. Alors, comment on va prendre le problème? Eh bien, on va dire la chose suivante, on prend A, puisque A est diagonalisable, on peut transformer A, en fait, en P, A, P-1 égale dA. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais, en fait? Si j'appelle V égale le sous-espace engendré par B, eh bien, je regarde P, V, P-1, donc l'ensemble des matrices P, C, P-1 quand C parcourt le sous-espace engendré par A et B,
Et je dis que j'ai un sous-espace ici diagonalisable, je vais appeler ça un sous-espace diagonalisable quand toutes les matrices sont diagonalisables, si et seulement si ça c'est diagonalisable, parce que la diagonalisabilité ne dépend pas, est stable par conjugaison. Et je veux montrer que A et B commutent, oui, mais A et B commutent si et seulement si P A P-1 et P B P-1 commutent. Donc finalement, on est bien dans quelque chose qui est une problématique qui est stable par conjugaison. Donc, on peut conjuguer et on se ramène ainsi au cas où A est diagonale. Maintenant, deuxième procédé. Transformer A en C plus lambda identité. Toujours pareil. Si lui est diagonalisable, alors lui est diagonalisable. Puisque lui est diagonalisable dans toutes les bases, ça commute, donc il y a co-diagonalisabilité, donc pas de problème. De plus, A et B commutent, si et seulement si A plus lambda identité commute avec B plus lambda identité. Donc ça pose aucun problème. Ce qui veut dire qu'on se ramène alors, quitte ici à avoir A égale lambda 0 mu, et ici mettre un moins, je vais mettre un moins ici, on se ramène au cas où A est égal à 0, 0, 0, mu. On peut enlever. Maintenant, le sous-espace engendré par A, si mu égale 0, bien sûr, hein, si mu égale 0, il n'y a plus de problème, parce que là, on a 0, on est en dimension 1, et donc la commutation ne pose aucun problème, ça commute avec 0. Donc, si mu est différent de 0, c'est engendré par le fait d'être engendré par A, je change de générateur, je peux poser A égale 0, 0, 1. Donc, maintenant, on sait que, quel que soit, je vais l'appeler, nu, pour changer un peu, B plus nu A est diagonalisable. Ok ? Donc je vais écrire B, A, B, C, D, et nu ici, donc ici j'ai ça, qui est diagonalisable. Alors, comment je vais interpréter le fait que ça, c'est toujours diagonalisable? Si les valeurs propres, on a dit qu'on était sur C, donc il y aura toujours des valeurs propres. Mais si il y a une valeur propre double, alors là, il va y avoir une information à tirer de là. Tant que les valeurs propres sont simples, il n'y a aucune information à tirer de la diagonalisabilité. Mais avec la valeur propre double, là, il y a une information. Donc, je vais m'intéresser au cas où il y a une valeur propre double. C'est-à-dire que je vais regarder le polynôme caractéristique, qui est de degré 2, et je vais regarder le discriminant du polynôme caractéristique. Donc, juste un petit... On a x, y, z, t. Vous savez que le polynôme caractéristique, c'est x2 plus x plus t, x plus xt moins yz, donc le déterminant. Quel est le discriminant du polynôme caractéristique? C'est, donc là c'est qui? Et c'est x plus t au carré moins 4 xt moins y. Et donc ça fait x moins t au carré, hein, parce que quand on veut faire ça, on fait ça, et plus 4yz. Voilà, ça c'est presque une formule assez classique. C'est surtout ce petit twist de fin là qui est sympa, où on a ça qui va donner ça. Voilà. Et bref, le discriminant du polynôme caractéristique de B plus qui A,
ça va être quoi? Ça va être ici x moins t. Donc on va avoir a moins d moins nu au carré. Okay. Moins 4 BC. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vois ici qu'il existe nu, d'accord, dans C, tel que delta est égal à 0, ce discriminant-là, parce que c'est une équation du second degré, et on est sur C, justement. Toute l'idée, c'est qu'on est sur C, on n'est pas sur R. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais là ça va être bien, parce que A, B, pour ce nu-là, donc je vais l'appeler nu 0, hein, A, B, C, bon, il y en a deux, hein, mais c'est pas grave, je peux toujours en prendre un, ça est d'une part diagonalisable, parce qu'on est dans un sous-espace de matrice diagonalisable, d'autre part, avec une multiplicité. Mais comme c'est là où on se sert du fait qu'on a des matrices de 2, avoir une multiplicité, donc c'est avoir une multiplicité 2 forcément, et diagonalisable avec multiplicité 2, ça veut dire que c'est une matrice scalaire. Voilà. K étant justement la valeur propre double. Et donc ça veut dire quoi? Là, je suis en train de dire que B plus nu A est égal à K2, donc A et B communes. Voilà. C'est fini. Alors maintenant, on peut prolonger l'exercice. D'abord, il y a un prolongement si... Bon, en fait, là, ça devient difficile. Si n est égal à 3, et qu'on est sur C, vous voyez qu'il va falloir faire beaucoup plus de cas ici. On peut toujours enlever 0, mais il va nous rester 2 autres cas. Après, on peut toujours se débrouiller à enlever. Regardez quand même le problème de 2009, hein, en maths gêné, qui parle de ça, où il y a la partie 2, où on parle du cas n égale 3. Et vous allez voir, si vous regardez la correction, que le truc, c'est un pavé déjà pour n égale 3. Et ensuite, il y a le cas n quelconque. Alors, Olga Toski a montré au XXe siècle que en dimension quelconque sur n, c'était vrai, c'est-à-dire que, vous voyez, bon, là, j'ai pas conclu, j'aurais pu aller un petit peu plus loin que l'exercice, et dire, on a montré que pour n égale 2, tout sous-espace, en regardant, quitte à regarder les choses 2 par 2, tout sous-espace complètement diagonalisable de M2 de C est un sous-espace de matrice diagonalisable qui commute entre elles. Il y a une codiagonalisabilité. Donc ça, c'est obligé. Eh bien, ça reste vrai pour n quelconque, mais là, c'est vraiment assez difficile. Il y a d'une part des résultats d'Olga Toski, il y a ce problème de maths gêné, mais il y a aussi les travaux de notre collègue Clément Seguin de Seguin-Pazis, qui a écrit beaucoup là-dessus, et qui a une jolie thématique sur des sous-espaces de matrices, que ce soit vectorielle ou affine, qui possèdent une certaine propriété, que ce soit une propriété de rang, une propriété de spectre, une propriété de stabilité, une propriété, là, de diagonalisabilité ou de nilpotence. J'ai fait aussi sur cette chaîne pas mal de choses sur le rang avec les théorèmes de Flanders, les problèmes de nilpotence avec les théorèmes de Gerstenhaber, et donc vous pouvez regarder un petit peu cette thématique. C'est une très très jolie thématique qu'on peut s'approprier. En tout cas, les problèmes peuvent être extrêmement difficiles. Et là, vous voyez, sur C, on a quelque chose de difficile. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ce qui se passe sur R. Parce que sur R, il y a quelque chose de très très intéressant qui se passe, que vous allez vite comprendre, mais qui est... bon, fallait y penser, quoi. Hein. C'est que sur R, il y a un phénomène assez spécial. Alors, vous voyez qu'on a montré que sur C, finalement, pour M2, mais je vous dis, en tout cas, je vous annonce ce résultat, un sous-espace V, ici, de matrice strictement...
un sous-espace V de matrice complètement toute diagonalisable, comme par codiagonalisabilité, ça va être de dimension V inférieure ou égale à n, puisqu'on va se ramener à des diagonales, donc la dimension est inférieure ou égale à n. Et bien sûr, R, dim de V, peut être égal, il existe un V, où la dimension c'est n plus 1 sur 2. Donc vous voyez le truc, la transcendance. Déjà, rien que pour n égale 2, donc on va avoir un sous-espace de dimension 3. Bah oui, lequel? Vous le savez, c'est l'espace des matrices symétriques, réelles. Il est de dimension n plus 1 sur 2, et tout est diagonalisable. C'est le théorème spectral, le fameux théorème spectral. Donc vous voyez comment cette problématique dépend drastiquement, mais drastiquement, du corps. On est passé du corps C au corps R, et là, sur R, tout d'un coup, ça explose. Donc vous voyez cette instabilité par rapport à la dépendance du corps. Mais on peut dire que pour tout cas, si on a un sous-espace de matrice toute diagonalisable, je vais l'écrire comme ça, vous avez compris, de Mn de K, alors la dimension de V est forcément inférieure ou égale à Nn plus 1 sur 2, ce qui fait que ça, c'est optimal. Et ça, vous allez voir, la preuve est extrêmement simple. Vous regardez le sous-espace T des matrices strictement triangulaires supérieures, eh bien, la dimension sur K de T est égale à n-1 sur 2, qui est égale à n2, la dimension des matrices, moins cette dimension n plus 1 sur 2. Voilà. Donc maintenant, V, comme c'est constitué de matrices qui sont toutes diagonalisables, inter-T, qu'est-ce qu'on peut dire de V inter-T? Forcément, ça c'est nilpotent. Donc c'est à la fois diagonalisable et nilpotent. Et on connaît la décomposition de Dunford, qui va nous dire tout simplement que c'est l'unicité dans la décomposition de Dunford, que diagonalisable et nilpotent, c'est nul. On peut le dire autrement, on peut dire que si c'est diagonalisable et nilpotent, alors que les valeurs propres sont toutes nulles, donc c'est semblable à 0, donc c'est nul. C'est encore plus simple comme ça, sans évoquer Dunford. Donc, d'après Grassmann, eh bien, la dimension de V est bien inférieure à n plus 1 sur 2. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose d'optimal. Maintenant, la question en suspens, c'est est-ce qu'on a des corps à part R où cette optimisation est réalisée? Voilà, on en restera là.